Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Optimum. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons poursuivre notre analyse néoclassique de l'offre de travail en nous intéressant cette fois à l'offre agrégée et à son élasticité. Pour ce faire, nous avons vu dans de précédentes vidéos que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait, comment les individus isolés choisissaient la quantité de travail qu'ils souhaitaient offrir. Nous avons ainsi montré que la quantité de travail offerte à l'échelle individuelle dépendait d'un arbitrage avec le loisir et que cette quantité de travail d'équilibre était déterminée par le point de tangence entre la courbe d'utilité et la contrainte budgétaire d'un agent. Nous avons également vu que cette quantité d'équilibre est sensible aux variations du salaire, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, avec le passage d'un équilibre au point A à un équilibre au point B où l'individu va substituer du loisir pour du travail en raison de l'augmentation de la rémunération du travail. Donc jusque-là, nous nous sommes contentés de déterminer des points d'équilibre isolés, mais essayons d'aller plus loin. On peut déterminer une infinité de quantités de travail d'équilibre pour un individu en faisant varier le salaire horaire de la sorte. À partir de là, dans un autre graphique qui représente le nombre d'heures travaillées par jour pour un individu en fonction du salaire horaire, on peut reporter ces points d'équilibre et ainsi construire la courbe d'offre de travail d'un individu. Pour cet agent, sa courbe d'offre de travail est ici croissante puis décroissante. On peut ainsi ici appréhender graphiquement la décomposition de X. Lorsque la courbe est croissante, cela signifie que l'effet substitution domine l'effet revenu, tandis que lorsqu'elle est décroissante, c'est l'inverse, l'effet revenu est dominant. Mais nous en sommes toujours ici à l'offre individuelle de travail. Comment passer à l'offre globale de travail au sein d'une économie? Eh bien pour ce faire, il suffit d'agréger les courbes d'offres individuelles. On note ainsi OA, la courbe d'offres agrégée d'une économie, et par simplification, on considère que de manière générale, et c'est un fait plutôt validé empiriquement, l'effet dominant est l'effet substitution, et donc la courbe est strictement croissante. Autrement dit, les hausses de salaire incitent les individus à travailler davantage au détriment de leur temps de loisir. Pour faciliter la compréhension, prenons un exemple numérique simple d'une économie composée de deux individus, Arnaud et Mathilde, et déterminons la courbe d'offres agrégée. Dans ce tableau sont indiquées pour différents salaires horaires les quantités de travail respectives que Arnaud et Mathilde sont prêts à offrir. Pour un salaire de 6 euros par heure, Arnaud est prêt à travailler 4 heures par jour, tandis que Mathilde, elle, ne préfère pas travailler. Mais à partir de 8 euros par heure, Mathilde est prête à travailler 4 heures, tandis qu'Arnaud, lui, accepte de travailler 6 heures. Ainsi, si on agrège ces données, au total, pour un salaire horaire de 6 euros, l'offre de travail agrégée vaut 4 plus 0 égale 4 heures. À 8 euros horaire, l'offre agrégée vaut 6 plus 4 égale 10 heures. De la sorte, on construit petit à petit la courbe d'offre agrégée suivante. En dessous de 6 euros horaire, personne ne travaille. Et puis on reporte chaque point pour tracer la courbe d'offre de cette économie. Dès lors qu'on a réussi à comprendre comment est construite la courbe d'offre de travail agrégée, on peut s'intéresser à la notion d'élasticité de l'offre qui traduit comment réagit l'offre de travail dans une économie lors de la modification du salaire. On la note epsilon indice H sur W avec H le nombre d'heures journalières de travail et W le salaire horaire. On la calcule en faisant le rapport des variations du nombre d'heures de travail offertes par celle du salaire horaire. Plusieurs propriétés à retenir ici. Si l'élasticité est positive, alors l'effet substitution domine l'effet retenu, et inversement si elle est négative. Et lorsque l'élasticité est supérieure à 1, alors on dit que l'offre de travail est élastique, puisque la variation du salaire horaire produit une variation du temps de travail plus que proportionnelle. A l'inverse, si l'élasticité est inférieure à 1, alors l'offre de travail est inélastique et donc la variation du salaire horaire produit une variation moins que proportionnelle du temps de travail. Si l'élasticité vaut 1, on parle alors d'élasticité unitaire et donc les variations sont proportionnelles. Prenons un exemple numérique simple pour éclaircir le tout. Dans le tableau ici représenté sont indiquées des données économiques sur deux périodes A et B. Suite à une nouvelle législation, le salaire horaire pratiqué dans une entreprise a augmenté entre les deux périodes de 2 euros par heure. Comment a réagi l'offre de travail? On rappelle la formule de l'élasticité ici, et donc on calcule d'abord le pourcentage de variation du nombre d'heures travaillées par jour, puis celui du salaire horaire. On fait le rapport entre les deux valeurs et on en obtient environ 2,7%. Cela signifie qu'une hausse d'1% du salaire horaire induit ici une augmentation de 2,7% environ du nombre d'heures travaillées. Si on analyse ce résultat, on peut en déduire que l'effet substitution domine l'effet revenu, puisque l'élasticité est positive, et que l'offre de travail est élastique, dans notre cas étant donné que l'élasticité est supérieure à 1.
Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo où nous avons étudié comment est construite l'offre agrégée de travail d'une économie à partir des choix des acteurs individuels et où nous avons vu comment calculer et interpréter l'élasticité de l'offre. Un grand merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre analyse de l'offre de travail dans une prochaine vidéo qui sera consacrée aux modèles unitaires et collectifs.